Ligne droite, le grand entretien, Marie Falicon. Bonjour Marie Falicon. Bonjour Boutkofer, bonjour à tous. Abolir, sanctionner, prévenir ou promouvoir. Le débat sur la prostitution s'ouvre aujourd'hui avec une proposition de résolution au Conseil de l'Europe pour libéraliser cette pratique à travers les États européens. Faut-il dépénaliser la prostitution ? Si en 2011, un député UMP estimait qu'il fallait désormais l'envisager sous l'angle des violences faites aux femmes, en réaffirmant donc la position abolitionniste de la France, eh bien, Elisabeth Badinter, de son côté, nous expliquait alors que si une femme souhaite gagner en 3 jours ce que d'autres gagnent en 1 mois à la caisse d'un supermarché, c'est son droit. Alors, la prostitution, est-ce vraiment un métier comme un autre ? Que disent nos institutions européennes ? Eh bien, on en parle avec notre invité. Bonjour Grigor Pöpping. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes juriste, essayiste, vous êtes le directeur de l'ECLJ, le Centre européen pour le droit et la justice. Alors on va parler avec vous évidemment de ce vote qui a lieu dans la journée au Conseil de l'Europe, mais je vous propose d'abord de recontextualiser pour nos auditeurs en un mot qui siège dans cet organe, le Conseil de l'Europe, et quelle est son influence pour les pays membres de l'Union européenne. Alors le Conseil de l'Europe est basé à Strasbourg. Comme le Parlement européen, il est différent. Il est composé de délégations des parlements nationaux de 47 États, membres du Conseil de l'Europe. Ce sont donc des députés, des sénateurs français et de tous les pays qui y siègent et qui débattent de différents sujets. C'est le Conseil de l'Europe, l'Assemblée du Conseil de l'Europe qui, notamment, élit les juges de la Cour européenne des droits de l'homme. Les décisions prises ou les résolutions adoptées par cette Assemblée ont une influence sur la jurisprudence de la Cour européenne et dans l'ensemble sur tout le droit européen et international, mais ce ne sont pas des lois. C'est toutefois très important parce que le droit international, le droit européen, il se construit avec des briques de ce genre, avec des textes de ce genre, assez éparses qui viennent tantôt des Nations Unies, tantôt de l'Union européenne, tantôt du Conseil de l'Europe ou d'autres institutions. Et c'est l'ensemble de ces textes qui, de certaine manière, sont mis en musique pour donner une voix dominante. Et donc, si l'Assemblée du Conseil de l'Europe aujourd'hui adopte ce texte en faveur de la prostitution, évidemment, ça aura une influence importante sur l'ensemble du droit européen et international. Bah, c'est très clair. Alors, un débat justement sur la prostitution suivi d'un vote aura lieu donc ce jeudi au Conseil de l'Europe. Que propose ce texte exactement et surtout qui le propose ? Est-ce qu'il est proposé par quelqu'un en particulier ? Alors voilà, donc ce texte, c'est effectivement un texte important. Il faut comprendre qu'il y a, principalement dans les pays occidentaux, un débat sur la prostitution. Il y a maintenant depuis une vingtaine d'années, plusieurs pays, notamment la France, ont adopté ce qu'on appelle le modèle nordique, le modèle suédois, qui consiste à considérer la personne prostituée comme une victime, et donc effectivement voir la prostitution comme une violence faite aux femmes vulnérables, et de fait, la prostitution concerne en immense majorité des femmes qui sont en situation de vulnérabilité, de dépendance, de violence, de drogue, sans papier. Très souvent, 70% des femmes prostituées ou des personnes prostituées sont des étrangers, des migrants, comme on les appelle aujourd'hui. Donc l'approche, on va dire, qui domine, c'est peut-être aussi la plus humaine, c'est de reconnaître dans ces personnes prostituées non pas des personnes qui font un métier, mais qui sont victimes, mais par contre de poursuivre les proxénètes pour traite, le plus souvent, des personnes prostituées, et aussi de poursuivre le client pour complicité, on va dire, de traite, d'exploitation sexuelle de ces femmes. Ce modèle, qui est en vigueur en France, permet de réduire la prostitution significativement, permet de poursuivre le proxénétisme, et donc a de vrais résultats positifs en termes de réduction, de baisse de la prostitution. À tel point que, si vous voulez comparer, il y a en Suède 36 fois moins, toute proportion gardée, de personnes prostituées pour 1000 habitants qu'en Allemagne. 36 fois moins. L'Allemagne, à l'inverse, a fait un choix de tolérance. Ils ont dit, voilà, on va accepter, on va encadrer, on va ouvrir des maisons closes. Mais dans les faits, ce qu'on observe, c'est que ce qu'on a voulu encadrer, c'était une bonne intention certainement, eh bien, n'a pas permis réellement d'encadrer la prostitution en Allemagne, parce qu'on reste très largement dans des situations de traite et d'exploitation pour les personnes prostituées en Allemagne.
Donc aujourd'hui, le débat, il vient d'organisations qui veulent libéraliser la prostitution et donc qui veulent s'opposer au modèle français et suédois. Ce sont des gens qui disent ce que vous avez mis en place en Suède et en France, en fait, c'est un obstacle à la liberté de pratiquer la prostitution. Ça réduit nos revenus. Ça nous oblige à une certaine forme de clandestinité parce que il faut se cacher pour que le client ne soit pas poursuivi. Et donc, ça met en danger l'ensemble de la filière de prostitution. En fait, c'est bien le but de ces lois. Et donc, le débat, il est entre ces deux tendances. Ceux qui veulent libéraliser et qui disent, comme Madame Badinter, la prostitution, c'est un métier comme un autre. Et il faut pouvoir le pratiquer. Les proxénètes doivent pouvoir être des employeurs. Et ceux qui disent au contraire, non, le plus souvent, les femmes sont réduites quasiment dans une situation de servitude et il faut les en sortir et pénaliser les proxénètes et les clients. Donc je rappelle évidemment l'intitulé de ce texte, protéger les droits humains et améliorer la vie des travailleuses et des travailleurs du sexe et des victimes d'exploitation sexuelle. Donc on comprend bien que ce qui sera, si le vote aboutit, ce qui serait légalisé, c'est donc non seulement l'activité en tant que telle de ces femmes prostituées qui sont évidemment pas poursuivies, mais aussi les réseaux, les proxénètes, les clients, comme quelque chose de totalement licite. Voilà, donc le but en fait de ce texte, c'est à terme de permettre de légaliser la prostitution avec une approche ultra libérale ou néolibérale. Ça veut dire de dire en fait l'ensemble de la prostitution est une activité économique comme une autre, et donc le proxénète doit être reconnu comme un employeur. Il doit établir un contrat de travail avec les personnes prostituées. Bien sûr, déjà aujourd'hui, les personnes prostituées en France payent des impôts, ce qui est un petit peu hypocrite, je l'admets, et donc c'est en fait, de normaliser. Il faut comprendre que derrière en fait aussi cette intention, il y a un aspect économique qui est considérable, c'est que la prostitution représente un chiffre d'affaires, même un bénéfice annuel, rapporte chaque année 170 milliards de dollars au bas mot. Donc de bénéfices, 170 milliards. Il est évident qu'aujourd'hui, cet argent, il est caché, c'est de l'argent qui est sale, et si la prostitution est légalisée, eh bien, c'est tout un segment de l'économie qui va effectivement pouvoir rentrer dans l'économie normale, qui va être blanchi, qui va aussi pouvoir se développer. Et je crois que c'est... Oui. Est-ce qu'on sait aujourd'hui qui justement pousse cette commercialisation, pousse la libéralisation de la prostitution pour ces raisons financières? Est-ce qu'il y a des activistes connus derrière? Alors, il y a en fait, est-ce que c'est des raisons financières? Oui, il y a effectivement un certain nombre d'organisations qui ont été fondées pour défendre cette libéralisation de la prostitution. Elles sont financées par des fondations néolibérales, par l'Open Society de George Soros, mais aussi par d'autres fondations qu'on retrouve en fait toujours derrière les projets de libéralisation de la drogue, des discours les plus extrêmes. Effectivement, maintenant là, c'est la prostitution. Donc, il y a certes un intérêt financier qui est certain. C'est comme pour la GPA, on a le même discours que sur la GPA, l'idée qu'il y aurait une bonne GPA qui serait volontaire et une mauvaise GPA qui serait forcée. Là, c'est la même chose, bonne prostitution qui serait volontaire, mauvaise prostitution qui serait forcée. Donc, cette même fausse dialectique. Et puis, donc, on retrouve les mêmes organisations qui veulent en fait toujours davantage supprimer de la société, je dirais, les références morales qui s'imposent encore de l'extérieur. Je crois que dans le fond, pour ces grandes fondations américaines ou pour des personnes comme George Soros, ils font pas forcément ça pour l'argent parce qu'ils ont déjà des milliards, ils sont pas à 1 milliard près. Donc quand vous avez une telle fortune, vous êtes plus tellement en train de courir après l'argent, mais par contre, vous voulez changer le monde. Et là, le changement qui est voulu, c'est vraiment de séparer la sexualité de la moralité. Un peu de la même manière que le XXe siècle a séparé l'alimentation de la moralité. C'est-à-dire qu'au XXe siècle, surtout dans les pays comme les États-Unis peut-être, on mange énormément. Je veux dire, là, on se nourrit de façon détachée des besoins. Eh bien, c'est un peu la même idée que la sexualité. Il faut effectivement détacher, supprimer toute considération morale à l'égard de la prostitution et considérer la sexualité comme un simple besoin naturel ordinaire et rejeter ce qui reste encore de cette morale judéo-chrétienne qui exigeait une forme de fidélité dans les relations ou qui reliait la sexualité d'une part à la procréation, ça c'est déjà séparé, mais aussi qui reliait la sexualité à l'affection, à l'amour. Et je veux dire, après la séparation de la sexualité avec la procréation,
on est en train maintenant d'essayer de la séparer de l'affection, de l'amour. Et là, c'est effectivement une étape supplémentaire. Donc en finir évidemment avec la morale, libéraliser la prostitution au nom, on l'a compris, du droit à disposer de son corps, du droit des hommes. Vous parleriez, alors vous avez parlé justement, vous avez évoqué la GPA, vous parleriez justement de marchandisation du corps de la femme dans ce même domaine ? Ah oui, complètement. C'est complètement une marchandisation du corps de la femme à l'extrême. C'est manifeste. Alors en plus, c'est totalement hypocrite parce que, comme je vous l'ai dit, l'immense majorité des personnes prostituées ne sont pas volontaires. En tout cas, quand elles commencent, parfois elles tombent effectivement dans ce type d'activité, mais elles ne sont pas volontaires. Elles sont prises par la drogue, par la misère, le plus souvent par la misère, par la violence. Et ensuite, aujourd'hui, ces personnes qui, voilà, ces ONG qui financent, enfin qui sont financées par l'Open Society et autres, eh bien disent, écoutez, c'est au nom de la liberté individuelle, de l'autonomie, du droit à disposer de son corps, que en fait les hommes peuvent disposer du corps de ces femmes. Donc on est dans une totale incohérence et hypocrisie. On invoque le droit à disposer de son corps pour justifier en fait la faculté pour les autres de disposer du corps de ces femmes. C'est complètement hypocrite et c'est même abject quand on voit la réalité de la situation humaine de ces femmes en Europe et ailleurs dans le monde. Donc oui, c'est une marchandisation. Alors pourquoi est-ce que les personnes veulent faire ça? Effectivement, l'aspect financier. Je pense qu'il y a effectivement aussi l'aspect philosophique ou idéologique qui est déterminant. Oui, de libéraliser totalement toute pratique sexuelle. Alors, quelles sont justement les chances de ce texte d'aboutir? Est-ce que, vous, avec le CLJ, évidemment, vous êtes engagé en défaveur du vote de ce texte. Quel est votre champ d'action? Qu'est-ce que vous avez pu proposer justement à ces personnes qui siègent au Conseil de l'Europe? Alors en fait, nous, à l'ECLJ, on a d'abord observé que il y a vraiment une offensive mondiale pour la libéralisation de la prostitution. Parce qu'on agit à la fois à Strasbourg, on agit à Genève auprès des Nations Unies, à Bruxelles, et ça fait maintenant plusieurs années qu'on entend cette musique favorable à la prostitution. On était assez stupéfaits, donc on a commencé à étudier, à creuser. J'invite les auditeurs, s'ils veulent, à consulter notre site internet de l'ECLJ, eclj.org. Et là, on a creusé les financements des lobbies. C'est là où on a pu démontrer l'investissement de George Soros et de l'Open Society, mais d'autres également, pour la libéralisation de la prostitution. Donc, on a d'abord analysé l'ensemble de la situation globalement pour voir les acteurs, pour comprendre les discours. Et puis ensuite, on a vu les différents lieux de combat. Donc, un combat important au sein même des Nations Unies. Et là, si vous voulez, si on a le temps, on pourra en reparler. C'est édifiant quand on entend le discours de la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la santé, par exemple, qui vraiment est une échevelée de la drogue et de la prostitution, ce qui est quand même fou. Le combat également au Conseil de l'Europe, à la Cour européenne des droits de l'homme. Et là, de la même manière, le lobby de la prostitution a agi contre la France en rassemblant 56 associations, notamment le planning familial et d'autres, pour obtenir de la Cour européenne qu'elle condamne la France en raison de sa loi protectrice des personnes prostituées, ce qui est quand même un comble. Ensuite, il y a eu en 2023 la même offensive au Parlement européen à Bruxelles avec une résolution qui a été débattue et finalement adoptée le 14 septembre 2023 à une faible majorité et, grâce à Dieu, qui protège les personnes prostituées et confirme le modèle abolitionniste, mais après de grands débats. Et maintenant, c'est le tour de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe d'être saisie de cette résolution. Alors, ce qui est révélateur, c'est qu'au départ, le texte initial avait été introduit par une députée conservatrice et le texte était totalement différent. Il visait à trouver les moyens pour aider les femmes prostituées et les personnes prostituées à sortir de la prostitution. D'accord. Pour aider les victimes. Et ce texte a été capturé par les ultra-progressistes, renversé, retourné, et dedans, ils ont maintenant tenu le discours absolument inverse en disant non, la prostitution est un travail, selon le slogan en anglais, sex work is work. Et donc, c'est ça le slogan. Alors, oui.
Alors, Alors, donc, face à vas-y, ça, pardon. le CLJ donc propose, j'imagine, de maintenir la pénalisation peut-être des clients, celle des proxénètes. Qu'est-ce que vous avez proposé donc à ceux qui siègent au Conseil de l'Europe pour le vote d'aujourd'hui? Oui, alors d'abord, on les a alertés sur la situation parce que beaucoup de députés n'étaient pas vraiment au courant de l'importance de ce texte. Donc, on a fait tout un travail d'analyse, un travail d'alerte au sein de l'Assemblée parlementaire avec des courriers qu'on a adressés, des courriers d'analyse, une pétition également qui a bien circulé et qui a aussi alerté les responsables des groupes politiques. Et puis, bien sûr, des amendements. On a rédigé des amendements pour proposer des amendements pour les députés qui, pour en fait, par exemple, retirer la notion de sex work, de travail du sexe, Mm. de travailleur du sexe, pour remettre le terme personne en situation de prostitution. Donc le débat aura lieu tout à l'heure, à 4 heures. Nous avons été rejoints par certaines organisations féministes qui s'opposent aussi à la prostitution. Mm. Donc ça, c'est aussi un succès, c'est d'avoir réussi à alerter au-delà on va dire, de nos amis habituels. La rapporteuse spéciale des Nations Unies, une autre, sur les violences contre les femmes, est aussi venue nous rejoindre. Madame Al-Salem, on la connaît un petit peu. Elle est aussi active sur le sujet de la GPA, où elle s'oppose à la GPA et maintenant aussi à la prostitution. Donc elle est venue également se joindre au débat. Elle n'avait pas été consultée pendant les discussions, alors même qu'elle a rédigé un rapport très intéressant cet été contre la prostitution. Donc voilà, donc d'abord un travail pour rassembler, pour alerter, pour analyser, rédiger des amendements. Mm. Le vote aura lieu tout à l'heure. On entend maintenant, je vous le dis, c'est toutes sortes de rumeurs à l'Assemblée parlementaire. Il semblerait que le rapporteur, les personnes qui ont introduit ce texte, aient peur que le texte finalement soit rejeté, soit renversé en plénière, et donc hésite peut-être à retirer le texte de l'ordre du jour de l'Assemblée Ah oui. du Conseil de l'Europe. Voilà, donc il y a une certaine fébrilité qui a pris maintenant, qui a saisi l'Assemblée du Conseil de l'Europe. Et voilà, pour vous dire, on ne sait vraiment pas comment va se passer la journée. Est-ce que le vote aura lieu finalement? En tout Si, cas, c'est assez positif. Ça montre le succès de votre travail derrière, d'avoir réussi à alerter jusqu'à les pousser peut-être à retirer ce texte. Voilà, c'est très positif. On a beaucoup travaillé et c'était vraiment, en fait, je tiens à le dire aussi aux auditeurs, mais en fait, la prostitution, c'est vraiment un sujet grave. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont dans cette situation en France, bien plus évidemment en Europe, des millions dans le monde. On peut pas fermer les yeux. Je veux dire, on parle beaucoup d'autres sujets, de GPA et autres, mais la prostitution, c'est considérable. Donc, accepter une marchandisation principalement des femmes, du corps des femmes, je ne comprends pas comment on peut le faire. Moi-même, je vous dis, je suis père de famille, j'ai des enfants, j'ai des filles. Enfin, je ne vois pas comment une personne normalement constituée Mm. peut désirer normaliser cette activité et en faire une profession normale. Surtout quand on voit que dans la jeune génération, qui baigne déjà dans la pornographie, il faut le dire, eh bien, on voit des sondages et de plus en plus, on entend et on voit des sondages qui disent que certaines personnes, des jeunes femmes, seraient prêtes à recourir à la prostitution pour financer leurs études. Euh, aux, aux Pays-Bas, aux Pays-Bas, c'est le cas. En Angleterre, il y a une pratique qu'a dénoncé qu'a rapporté la rapporteure spéciale des Nations Unies sur les violences contre les femmes, une pratique qui s'appelle a ride for a ride. Ça veut dire une conduite pour une conduite, mais ça peut aussi se traduire par une chevauchée pour une conduite. Et ça consiste en fait à payer Ouais. des leçons d'auto-école euh, par une relation sexuelle. Donc, cette pratique, on va dire, il ne faut pas mésestimer parce que avec la généralisation de la pornographie, qui est une forme de prostitution, je veux dire, la pornographie est une prostitution filmée, le plus souvent. Eh bien, il y a une habitude qui se prend, on perd le sens moral, et on voit bien que pour les plus jeunes, en fait, il y a un risque réel de développement de la prostitution, simplement par perte de tout sens moral. Et là, c'est une évolution qui est grave et qui est sensible pour les prochaines décennies.
Oui, on comprend bien que c'est une étape de plus dans justement cette libéralisation à outrance en fait sexuelle. Justement, au nom de cette amélioration supposée des droits de l'homme, on en vient aux pires horreurs. Ça va loin d'ailleurs, parfois dans l'art. Vous dénoncez justement plus largement cette libéralisation sexuelle à outrance, jusque dans l'art. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Je crois qu'au Conseil de l'Europe, justement, il y a quelque chose d'assez choquant en parallèle. Oui, alors écoutez, c'est une coïncidence, mais il y a effectivement en ce moment une exposition au sein du Conseil de l'Europe d'un couple d'artistes. Alors ça représente quoi? Ça représente en fait des scènes d'accouplement entre une femme et un cygne noir. Le tout en présence d'enfants qui sont situés entre les jambes de la femme et qui regardent. Et ensuite la femme qui accouche d'un œuf. Bon. En gros plan, etc. Donc c'est effectivement, c'est censé représenter une allégorie de la métamorphose de l'homme en oiseau peut-être, ou que sais-je. En tout cas, c'est clairement une relation entre un cygne et une femme, en présence d'enfants. Et ça semble ne choquer personne en fait. J'ai interrogé quelques personnes au Conseil de l'Europe qui travaillent. Ils m'ont dit, ah, tu sais, Grégor, bon, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Voilà, c'est comme ça. Donc finalement, ça ne choque même pas. Et je veux dire, cette exposition, elle a été acceptée parce que pour qu'elle soit montrée, il faut qu'elle soit approuvée par les autorités du Conseil de l'Europe. Et donc, ça ne choque même plus, en fait, personne dans ce genre d'instance. Ça montre aussi le décalage considérable qu'il y a entre un certain niveau de ce qu'on appelle nos élites politiques, institutionnelles, et puis la morale ordinaire. Il est évident que vous pouvez pas montrer ça à un enfant. Enfin, c'est évident. Donc oui, il y a cet aspect choquant. Bon, les gens peuvent voir sur le compte Twitter de l'ECLJ s'ils le souhaitent. Voilà, c'est un ensemble. C'est un ensemble. Pareil, la rapporteure spéciale des Nations Unies, on en parlait tout à l'heure sur la santé, qui est sud-africaine, Madame Mofokeng. De la même manière, voilà, c'est assez étonnant, mais elle a été élue, on va dire, à cette fonction par les Nations Unies pour défendre en principe la santé des personnes, notamment en Afrique, dans tous les pays pauvres. Et son activité principale consiste en fait à promouvoir l'avortement, la drogue, la prostitution. Elle-même, en fait, est une lobbyiste au départ de l'avortement. Elle est médecin, elle pratique l'avortement. Elle est financée largement par l'Open Society. Elle a accepté depuis 2023 270 000 dollars de l'Open Society dans le cadre de ses fonctions aux Nations Unies. Notamment pour faire un rapport sur la drogue, un rapport dans lequel elle recommande aussi la libéralisation de la drogue. Vous vous rendez compte, la rapporteure spéciale des Nations Unies sur la santé recommande la libéralisation de la drogue dans un rapport financé par George Soros. C'est voilà, incroyable. C'est comme ça. C'est incroyable. On comprend bien qu'il y a tout un ensemble de promotions des pires horreurs, notamment moi ce que vous avez présenté à nos auditeurs là, c'est ce tableau qu'il y a au Conseil de l'Europe. Ça m'a fait penser évidemment à ce tableau pareil pédopornographique qui avait été exposé au Palais de Tokyo. Ça a fait une grosse polémique. Alors je citerai pas le nom de l'œuvre parce qu'il y a un gros mot dedans. Mais en tout cas, j'invite évidemment nos auditeurs à aller regarder cette polémique s'ils l'ont oublié. Ça représentait une scène d'horreur, vraiment un enfant soumis à une pratique sexuelle sur un adulte. Et les tribunaux, c'est ça qui est le plus choquant, c'est que les tribunaux, la justice avait tranché pour son maintien. Ça montre bien effectivement que la justice là-dessus a pris une position d'idéologue. C'est ça, on peut rapporter ça aussi au fameux prix Goncourt là, des lycéens actuellement. Oui, c'est vrai. Où en fait, j'ai un peu étudié les courants de pensée du XXe siècle. Parmi ces courants de pensée, il y en a un qui est notamment à l'origine, qui participe à tout le mouvement de libération de l'avortement et autres, qui est précisément cette idée de la séparation de la sexualité d'avec, on va dire, le besoin naturel, on va dire avec l'affection, la reproduction, et cette idée qu'il faudrait, d'une certaine manière, détacher la sexualité de tout cela pour en faire une activité purement de loisir, que ça aurait pour effet de pacifier la société, de retirer les rivalités entre les hommes et les femmes, ou entre les hommes à l'égard des femmes, et que donc si on arrivait à changer la sexualité
des êtres humains, on changerait la société, on pourrait la pacifier, et en même temps, on rendrait les gens plus dociles. Et donc, il y a une vision politique, il y a une vision philosophique, et moi, ce que je pense, c'est qu'en fait, assez largement, c'est ce qui est recherché. Évidemment, en présentant de tels textes aux lycéens, en permettant à la jeunesse d'être ainsi submergée de pornographie, il est évident que l'on cherche, ou alors que l'on permet, à tout le moins, qu'il y ait ce changement culturel profond. Et moi, je suis convaincu que ça ne va pas du tout dans le sens du bonheur des hommes et des femmes. Alors, il nous reste 2 petites minutes. Alors, on va revenir au sujet initial, juste pour, évidemment, que nos auditeurs aient bien en tête l'enjeu de ce vote aujourd'hui à 16h au Conseil de l'Europe. Donc, si l'on comprend bien, la prostitution est déjà en vigueur en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, évidemment, destination pour le coup tristement connue pour son tourisme sexuel. Si ce vote aboutit en faveur d'une libéralisation donc de la prostitution, concrètement, en France, on pourrait cotiser, payer des impôts sur le revenu sur cette activité et donc avoir droit aussi à une retraite de prostituée. Alors en France, on paye déjà des impôts sur le revenu, figurez-vous. Pour la prostitution. J'apprends quelque chose. C'est déjà fait. Donc là, c'est le côté un peu hypocrite, effectivement, de l'administration française. Mais comme je le dis, en fait, en France, l'activité pour la personne prostituée n'est pas interdite. En tout cas, elle n'est pas sanctionnée. Donc, oui, si le texte est adopté, qu'est-ce qui va se passer? Dans l'immédiat, il se passera rien demain. Mais par contre, c'est une pierre qui vient alimenter construire l'ensemble de l'édifice, parce que nous sommes dans cette période où le droit européen et international se construit. Et donc, chaque institution prend position. Et lorsqu'il y a une forme de consensus ou de voix dominante, c'est elle qui l'emporte. Et ce qui est intéressant, et c'est là où on voit que c'est vraiment du lobbying, c'est qu'en fait, le débat, l'initiative ne vient pas du Parlement national. Ce ne sont pas les députés nationaux qui ont décidé de changer. Non, ce sont des fondations internationales qui créent des organisations privées, qui les financent pour introduire dans les instances internationales, à l'ONU, à Bruxelles, à Strasbourg, des sujets, des initiatives pour ensuite espérer que ce soit adopté et que ça change les législations nationales sans passer par les parlements, par exemple en passant par la Cour européenne des droits de l'homme. Donc c'est comme ça que l'on impose des changements, c'est par le haut, par le biais des instances internationales et au moyen notamment de ces rapporteurs spéciaux qui sont pour certains financés par ces grands acteurs internationaux privés. Eh bien, merci beaucoup, Grégoire Pepin. Alors, je précise que la France a donc 18 représentants au Conseil de l'Europe et parmi les LR, on note Marie-Christine Dalloz, que nous avions d'ailleurs reçue à notre antenne il y a de ça quelques semaines. Pour le Rassemblement national, Thibault François, Laurent Jacobelli, Hélène Laporte. Alors, nous regarderons avec une attention particulière, évidemment, leur vote sur ce texte qui cherche donc à ériger en droit humain la marchandisation du corps des femmes. Je vous invite, chers auditeurs, à les alerter, à relayer cet appel auprès de ces élus qui siègent au Conseil de l'Europe et puis à signer. Il y a cette pétition sur Citizen Go. Non à la résolution de la prostitution du Conseil de l'Europe. C'est aussi un moyen, évidemment, de vous battre pour les droits des femmes. Merci encore, Grégoire Pepin, que je précise que vous êtes évidemment juriste, essayiste, directeur de l'ECLJ, le Centre européen pour le droit et la justice. Merci de nous avoir alertés et puis à bientôt pour d'autres alertes, je pense qu'il faudra tirer sur nos instances européennes et leur vote.